Bonjour à toutes, à tous. Merci beaucoup pour l'introduction et l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis honoré de cette invitation. Et c'est ce que je disais avant, je suis assez inspiré par votre signature et je trouve ça assez courageux et visionnaire comme positionnement. Le Good for Change, je vais y revenir plusieurs fois pendant cette intervention. Donc pendant cette intervention, je vais essayer de vous faire un témoignage rapide sur mon parcours, essayer de vous partager un petit peu ma vision du monde et vous donner des conseils pour, si vous avez envie de trouver votre voie et d'utiliser vos talents pour trouver un job qui vous passionne profondément. Alors, d'abord, me présenter rapidement, en fait, ça aidera à éclairer plein de choses que je décrirai après. Donc, je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans. En fait, je suis issu d'un double monde. Un monde de par mes parents. J'ai toujours été au carrefour d'un monde économique et d'un monde social. Un père qui était DRH dans les entreprises et une mère assistante sociale. Et c'est de ces deux environnements dont je me suis énormément nourri. J'ai toujours voulu, dans mon travail, quand j'avais 16-18 ans, je me disais demain, quand je serai grand plutôt, j'aimerais être utile. J'aimerais être le plus utile possible. C'est ça que je voulais retrouver dans mon travail. Et je savais vraiment profondément pas comment. J'avais plusieurs options, médecin, j'hésitais énormément avec médecin, mais en fait j'avais une frustration, c'était que... Alors il y avait cet aspect d'aide, vraiment d'aider les gens profondément, mais j'étais un peu frustré d'aider que 10-15 personnes par jour. Même si c'était vraiment décisif, j'avais cette frustration d'avoir un impact qu'à cette échelle-là en quelque sorte. Il y avait la possibilité d'être dans le monde politique, où on peut influencer à très grande échelle des lois, faire des grandes évolutions de société, mais les valeurs de ce monde-là ne me correspondaient pas. J'avais envie profondément de valeurs de bienveillance, et puis il fallait attendre des années, il fallait s'engager des années avant d'avoir des responsabilités. J'ai testé le monde de l'humanitaire, des ONG, des associations, qui pour moi font un boulot absolument nécessaire, mais j'ai été déçu par le manque de durabilité des solutions qu'elles peuvent proposer. Elles dépendent trop souvent de donations, de subventions, et en fait les modèles ne sont pas assez pérennes et ne peuvent pas changer d'échelle. Et en fait j'ai découvert un monde qui réconciliait un petit peu ces différentes aspirations que j'avais, en fait, être utile, être passionné par ce que je faisais, et être dans une recherche d'efficacité, de performance quand même. C'est ce monde de l'entrepreneuriat social, du social business, qui réunissait en fait le monde de l'entreprise et le monde des associations. Comment est-ce qu'on met l'efficacité, la performance des entreprises au service de causes d'intérêt général. C'est par des livres que j'ai découvert ce monde-là, c'est quand j'avais à peu près 18-20 ans. 80 hommes pour changer le monde, je ne sais pas si vous connaissez, vers un nouveau capitalisme du professeur Yunus notamment. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de... Alors c'est un choix quand même, j'ai décidé de rentrer dans une école de commerce, et j'étais déçu par la suite par les enseignements. J'ai décidé de rentrer dans une école de commerce parce que j'avais l'intuition que pour changer le monde, probablement en changeant les entreprises, qu'on pouvait y arriver le plus rapidement. En fait, le chiffre d'affaires d'ExxonMobil, il est aussi grand que le PIB de la Norvège. Donc en fait, aujourd'hui, les organisations qui ont le plus d'impact peut-être sur le monde, plus d'impact négatif probablement, sont des entreprises, sont des entreprises. Et donc si j'avais envie de changer le système, c'est peut-être en comprenant mieux ce modèle et en essayant d'inventer un nouveau modèle d'entreprise que je pourrais arriver à contribuer à faire changer les choses. C'est dans cette optique-là que je suis rentré en école de commerce, école de commerce. Et là, j'étais, c'est vrai, déçu par le contenu de l'enseignement, le contenu de la forme. On n'enseignait que du comment, comme vous le disiez, de techniques, comptable, financière, marketing, RH, etc. Que du comment, mais sans jamais poser la question du pourquoi. En fait, à quoi ça sert d'être efficace, à quoi ça sert de faire des profits. Et quand on posait la question, et c'est ça qui m'a profondément indigné, on répondait, les profs répondaient, le but d'une entreprise est de maximiser la valeur pour les actionnaires à court terme. Alors à l'époque où j'étudiais, moi c'était 2009-2010, plus grande crise financière de l'histoire, notamment en deuxième année où j'étais à Londres, et en fait tout le monde, les étudiants, en fait, au forum des entreprises, il n'y avait que les grandes banques ou les cabinets de conseil qui étaient représentés, et tout le monde allait dans ce monde-là, et personne ne se posait la question de l'implication en fait, des actions, des choix qu'on faisait par ces choix de carrière. En fait. Et donc, j'avais pas envie d'aider un système qui était dysfonctionnel et plus performant. Parce qu'on était juste à un moment où en fait le capitalisme était en train, c'était flagrant à quel point
il était profond, il était vraiment efficace pour certains, et en même temps, il créait d'immenses inégalités et de la pauvreté, de la précarité pour de nombreux autres. Il y a une intervention qui m'a marqué quand je suis rentré en école de commerce. C'était le premier jour où j'ai mis les pieds. Je suis rentré dans un amphi à peu près similaire. J'étais à peu près là-bas dans cette amphi-là, à Paris, et il y a Martin Hirsch qui est venu le premier jour. Et il nous a dit, vous rentrez, alors c'était une lettre que son père lui avait écrite, où il lui donnait ses conseils quand lui était arrivé à l'ENA. Et il nous partageait les conseils de son père, qui étaient les mêmes, enfin, qui pouvaient être utiles pour quelqu'un qui rentrait en école de commerce. Et ses conseils, c'était, attention, tu rentres dans la zone de tous les dangers. Un monde d'autosuffisance, où on peut se penser tout puissant, et être un peu coupé du monde. Un monde où en fait on a plein de ressources, mais on ne se pose pas forcément les conséquences, la question des conséquences de ce qu'on fait. Et souvent quand on rentre dans ce monde-là, on a des idéaux. Quand on a 20 ans, on a des idéaux. Potentiellement on veut changer le monde, on a indigné par les choses, mais ces idéaux, on va vous dire de les mettre de côté. Et de les ressortir quand vous aurez 60 ans, ou alors de les garder pour le soir et le week-end. Et le conseil qu'il donnait, c'était de dire comment est-ce que vous pouvez utiliser le diplôme, le réseau, tout ce que vous allez apprendre pour utiliser ces idéaux et les mettre au cœur de votre vie professionnelle. Et ce truc-là, il est resté en tête toujours, en fait. Et donc, moi, j'avais envie d'avoir un job qui me passionnait et d'être utile. Et je ne savais pas du tout comment. Il y avait l'option des grandes entreprises, il y avait l'option... Je n'étais pas attiré par l'entrepreneuriat, ce n'était pas une mode du tout à l'époque, on en parlait très peu, alors que c'était il y a que 5, 6, 7 ans. Je ne connaissais pas particulièrement, je n'avais pas de rôle modèle entrepreneur. J'ai créé une association vraiment en école, et c'est ça qui m'a fait découvrir en fait ce monde-là. Et donc c'est en essayant, en prenant des initiatives que je me suis révélé entrepreneur, parce que je n'étais pas fondamentalement au début. J'ai exploré en fait, j'ai décidé de prendre 2 années de césure au milieu de mes études, quand je me posais la question de la voie que j'allais choisir. J'ai fait 2 années de césure, 1 année de stage dans des grands groupes pour voir à quoi ça ressemblait. Je suis allé 6 mois, en fait j'ai un peu suivi les traces de mon père, RH, dans un grand groupe chez Danone, et puis ensuite j'ai fait 6 mois dans un incubateur de social business chez Danone Community. Et puis avec un ami, en fait, on a voulu aller plus loin, on a voulu se construire un parcours sur mesure, un parcours qui s'appelait Destination Changemakers. Donc on a créé une association, on a créé un projet, où on est allé aider 3 entrepreneurs sociaux dans 3 pays pendant 3 mois. 3 mois aux Philippines, sur des sujets d'accès à l'énergie, 3 mois en Inde sur des sujets d'agriculture durable, 3 mois au Sénégal sur des sujets de lutte contre la malnutrition. À chaque fois, on était bras droit d'entrepreneurs sociaux. Ça veut dire qu'on aidait des entrepreneurs, mais qui ont une mission sociale en premier. Ils veulent résoudre un problème de société, ils utilisent l'entreprise pour le faire. Ça nous a énormément inspiré sur le terrain. Donc on a énormément exploré pour voir si ce monde nous plaisait ou pas. Et pendant cette exploration, j'ai eu la chance de participer à un événement incroyable en Inde. Ça s'appelle le Jagriti Yatra. Donc ça, c'était un voyage, c'était ma 2e année de césure, 9 mois autour du monde. Et au milieu de cette exploration-là, j'ai participé à un événement qui s'appelle le Jagriti Yatra. Ça veut dire voyage éveil en Indie. Imaginez un train indien, je mettais 450 jeunes dedans, 430 indiens, 20 internationaux, tous de 20 à 25 ans. Sélectionnés parce qu'ils ont vraiment envie de changer quelque chose dans le monde, mais ils ne savent pas comment. C'est hyper inspiré par Gandhi, de bien le changement que tu veux voir dans le monde. Et pendant 15 jours, on a rencontré des rôles modèles hyper inspirants. Des gens qui avaient changé la vie de 1 à 40 millions d'Indiens. Je vous donne un exemple. À Chennai, dans le sud de l'Inde, donc on était 450, on faisait une immersion terrain chaque jour, et puis un jour on a visité un hôpital ophtalmologique. En Inde, il y a un problème social, c'est la cataracte. C'est un problème d'ophtalmologie. En fait, si vous ne traitez pas ce problème de cataracte, les gens deviennent aveugles au fur et à mesure. Ça coûte assez cher de faire une opération de la cataracte, environ $200. Et en fait, grâce à un procédé technologique, ils ont fait passer ce coût d'opération de $200 à $5. Mais $5, c'était pas assez accessible pour éradiquer cette maladie, pour rendre cette opération la plus accessible à ceux qui vivaient dans la rue, qui avaient vraiment pas de moyens. Donc ils ont inventé un modèle économique qui permettait en fait l'accès au plus grand nombre. Ça s'appelle des subventions croisées, ils font payer plus cher à ceux qui le peuvent, en moyenne $15, et c'est gratuit pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Donc 1/3 des patients payent au moins $15, 2/3 des patients, pour eux c'est gratuit. En 32 ans, il y a 34 millions de personnes qui ont été opérées de la cataracte. Le modèle est répliqué partout dans le monde, donc il a un impact social premier, c'est la mission.
c'est profitable, mais c'est pas le but, c'est le moyen. C'est-à-dire qu'une année sur 34 ans, sur 32 ans, pardon, il y a eu un déficit, mais toutes les autres années, c'était excédentaire. Mais c'est pas la mission, ça permet d'avoir plus d'impact. Donc des modèles comme ça qui vous permettent... En fait, je suis revenu en me disant, ah, mais l'impossible est temporaire. Le docteur qui a commencé cette initiative dans les années 70, il a commencé avec 11 lits. Il y avait 11 lits, il y avait 11 patients. Et tout le monde lui disait, ça marche pas. 32 ans après, c'est 34 millions de personnes, grâce à un modèle économique au service de l'impact social. Donc c'est des choses comme ça en fait, qu'on n'apprend pas, enfin qu'on m'a pas appris moi, dans les études, et qui m'ont ouvert les yeux sur une autre réalité. Et je suis rentré de France en me disant, ce concept de Jacques Ritti-Yatra, de voyage-éveil, peut-être le but, donc c'est emmener des jeunes, être inspirés par des modèles différents pour voir qu'ils ont fait quelque chose après. Ça m'a énormément inspiré. Moi, ça m'a bouleversé et je me suis dit, ok, je sens la responsabilité de faire la même chose en France. Je suis rentré en 2013, il me restait une année de cours et j'ai lancé ce projet en parallèle. J'ai eu la chance, j'ai croisé la route de gens qui m'ont énormément accéléré. Des mécènes, des partenaires, des personnalités politiques. Et en 2014, on a fait un tour de France. On a sélectionné 50 jeunes, tous horizons, tous milieux sociaux, qui avaient une envie de changer le monde, mais qui ne savaient pas comment. On les a emmenés pendant 12 jours autour de la France. Ils ont rencontré Emmanuel Faber, qui est devenu le patron de Danone, Pierre Rabhi, qui est un pionnier de l'agroécologie, Thierry Marx, qui est un chef cuisinier hyper engagé, etc. Donc des rôles modèles pour les aider à la sélection. Ensuite, on a créé un cours en ligne avec HEC qui s'appelle, c'est un MOOC, Devenir entrepreneur du changement. Cette semaine, pour trouver la cause qui nous touche, trouver ses talents, ses passions et passer à l'action. Aujourd'hui, il y a 63 000 personnes qui l'ont suivi dans 160 pays. Ça nous a complètement dépassé. On a créé ce cours en ligne et puis ça se répand comme ça avec le bouche à oreille. On a créé une branche commerciale qui s'appelle Corporate for Change, qui aide les entreprises à se transformer de l'intérieur. Donc on va essayer d'activer les talents de ce qu'on appelle des intrapreneurs sociaux, aider des salariés dans des grandes organisations à trouver des sujets qui vont être au cœur de la stratégie de l'entreprise, mais avec un vrai impact social et environnemental. Travailler avec des Danone, des Orange, des AXA, des Mondial, etc. On a lancé la semaine dernière des podcasts qui s'appellent Vécu, qui sont des retours d'expérience de pionniers, entrepreneurs, intrapreneurs sociaux, qui partagent leurs apprentissages sur les galères qu'ils ont pu rencontrer. Je vous raconte tout ça. Ticket for Change, aujourd'hui c'est une association qui a une filiale commerciale. On est 20 salariés. On a un budget à peu près d'1,5 million. Si je vous dis tout ça, c'est parce que jamais, à votre époque, à l'époque où vous êtes aujourd'hui, je pensais à faire ça, ou je pensais qu'il se passerait ça. C'est par le chemin qu'on voit les possibilités s'ouvrir. Il y a une citation de Goethe qui est un petit peu ma devise, qui est « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. » En fait, c'est quand on commence à se mettre en mouvement, si vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne énergie, les opportunités se créent à vous. C'est ça que j'ai expérimenté. Alors si je vous raconte ça, c'est pour vous, humblement, vous partager quelques observations, quelques convictions, quelques conseils. Quelques observations d'abord sur le monde qui nous entoure. Ça va reprendre pas mal d'éléments que vous avez déjà mentionnés. Si on observe le monde à un niveau macro, en quelque sorte, de société, je crois qu'on vit une période avec 3-4 ruptures absolument énormes qu'on est en train de vivre. La première, c'est une rupture économique. On rentre dans un monde VUCA, véhicule CA, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, volatile, incertain, complexe et ambigu. On ne sait pas à quoi va ressembler le monde de demain. Tellement on ne sait pas qu'en fait on a le choix, chacun de nous a le choix. On sait que le monde de demain va être profondément différent d'aujourd'hui. Le changement est exponentiel, il n'est pas continu. Ça veut dire que les changements se multiplient au changement et donc en fait les courbes d'innovation sont exponentielles. En 10 ans, en 3 ans, il se passe plus de choses qu'en 50 ans dans les années 1800. Le changement est exponentiel. Il y a deux options face à ça. Soit on subit le changement, on le suit, soit on décide d'essayer de le mener, de le guider. Et je crois que c'est à chacun de faire le choix. C'est un peu ça. Mais c'est à chacun de faire le choix parce que c'est une posture. Donc il y a une rupture économique, il y a une rupture numérique avec les nouvelles technologies qui accélèrent ce changement.
Vous entendez, si vous suivez un peu l'actualité, tous les débats autour de l'intelligence artificielle, des data, de tout ce qui se passe dans le monde et de toutes les possibilités qu'offrent les technologies aujourd'hui. Mais aussi, il y a deux ruptures qui, moi, me touchent particulièrement, rupture environnementale, rupture sociale. Rupture environnementale, je ne sais pas si vous savez, mais chaque année, en fait, on n'utilise plus d'une planète pour vivre sur une seule planète. Chaque année, à partir du 4 août, donc imaginez il y a 365 jours, chaque année à partir du 4 août, on a épuisé le stock, donc la moitié de l'année, on a épuisé le stock de ressources renouvelables qui se renouvellent naturellement par la nature. Donc ça veut dire qu'on vit, on a une dette écologique. On s'endette écologiquement. On a une croissance qui n'est pas soutenable. Selon des scientifiques, en 2050, si on ne fait rien, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. On a retrouvé la semaine dernière un cachalot échoué en Espagne, il avait 29 kg de plastique dans l'estomac. Donc, je ne sais pas si c'est le monde qu'on veut pour demain, moi je ne suis pas sûr. En tout cas, il faut être conscient qu'on a la responsabilité d'inventer un nouveau modèle. Rupture sociale aussi, un autre fait qui moi En fait, on a du mal à se représenter, mais il y a 8 personnes dans le monde, 8 personnes, les deux premiers rangs ici, 8 personnes qui ont autant de richesses que la moitié de la population mondiale, plus de 3,5 milliards de personnes. 8 personnes, 3,5 milliards de personnes. Donc des inégalités de richesse qui sont absolument affolantes. Et je crois que c'est notre génération, on a la responsabilité d'inventer de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles de société qui permettent le progrès pour tous, sans mettre en danger les limites environnementales de notre planète. Ça, c'est au niveau de société. Au niveau organisationnel, il y a énormément d'évolutions qui se passent dans le monde des entreprises. Je crois que les entreprises ont vraiment, c'est une conviction, vraiment le potentiel de changer le monde. Il y a deux ruptures à ce niveau-là pour moi. Rupture au niveau des finalités des entreprises, des questionnements, et au niveau de l'organisation et des types de management. Je ne sais pas, encore une fois, si vous suivez les débats, mais il y a énormément de sujets aujourd'hui autour de l'entreprise à mission. On est en train de dire que l'entreprise ne doit pas, ou potentiellement n'a pas qu'une mission de richesse financière et économique. Une entreprise, c'est un acteur d'un territoire, un acteur du monde qui doit créer une richesse plus large, une richesse sociétale. Donc, une vraie question sur la finalité des entreprises, et les entreprises sociales sont assez pionnières sur ces questions-là. Et sur les organisations aussi, on passe d'organisations qui sont très pyramidales, verticales, à des organisations qui sont beaucoup plus horizontales et qui laissent beaucoup plus la place à des talents de s'exprimer. Et je crois qu'on assiste à une vraie convergence des modèles, où vous aviez, on avait il y a 20 ans des associations d'un côté, des entreprises de l'autre, des mondes qui ne se parlaient pas, les gens avaient peur les uns des autres, et on est en train d'assister à une convergence où les associations développent des modèles économiques de plus en plus, alors que les entreprises se posent la question de leur responsabilité sociale et environnementale. Et des acteurs publics vont être soutiens de ces démarches-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de French Impact, c'est un accélérateur d'innovation sociale du gouvernement. Le gouvernement veut aider, avec 1 milliard d'euros, aider à développer des entreprises sociales. Donc vous avez des entreprises qui seront performantes demain, auront dans leur ADN une mission sociale et environnementale. Elles ne peuvent pas être pérennes si elles n'ont pas ça demain. Et à un niveau individuel, qu'est-ce qui au fond a le potentiel de changer les choses? Je suis absolument convaincu que c'est vous, que c'est nous, que c'est chacun de nous. Que chacun, la vision de Ticket for Change, c'est les talents de chacun peuvent changer le monde. Je suis absolument convaincu que chacun de nous, chacun de vous, a des talents uniques, qui sont innés, un endroit où vous êtes particulièrement fort, et où ça vous plaît particulièrement, et vous pouvez particulièrement faire la différence. Malheureusement, le système éducatif français, vous n'êtes pas à les découvrir. J'ai vu que dans vos programmes, il y avait Talent Booster, une dynamique autour de ça, et je crois que c'est une vraie chance que vous avez. Mais je crois que c'est là la clé pour être maître de son destin en quelque sorte. Donc je suis convaincu individuellement le potentiel de changer les choses et collectivement le potentiel de changer les choses. Je ne sais pas si vous savez combien de pourcentage d'un groupe il faut pour changer ce groupe. Combien de pourcentage de société il faut pour changer une société.
Combien de pourcentage d'individus dans une entreprise il faut pour changer une entreprise? 100%? 80%? Il faut 16%. 15? Il faut 16%. Et il faut les 16 bonnes personnes. Les 16% de bonnes personnes, c'est la théorie du point de bascule. Pour changer un système à grande échelle, il ne faut pas tout le monde. Enfin, au final, il y aura tout le monde. Mais il faut 16% au début, qui vont être des activateurs, qui vont être des connecteurs, qui vont être extrêmement déterminés, qui vont avoir une vision, qui vont avoir les qualités d'embarquer les autres. Il n'y a pas besoin de tout le monde pour changer le monde. Il faut des leaders qui s'engagent et qui vont emmener les autres. Par contre, on a besoin des talents de chacun. Une autre observation que j'ai faite qui est autour de l'état d'esprit de ceux qui réussissent. Là, je vais parler de la réussite et du bonheur. J'ai eu la chance de côtoyer pas mal de gens qui avaient fait des choses extraordinaires, qui avaient fait beaucoup de choses, notamment quand je voyageais aux Philippines dans un séminaire. Et 3 points communs qu'ils ont, le premier, c'est un état d'esprit de développement, un growth mindset. L'état d'esprit de développement, c'est la conviction qu'en fait vous êtes capable de réaliser des choses. C'est en quelque sorte, c'est la confiance en soi. Quand vous avez un défi devant vous, il y a 2 manières de réagir. Soit vous dites, c'est génial, j'ai une opportunité pour apprendre, soit vous dites, je ne vais pas en être capable. Quand vous échouez, soit vous dites, je n'y arrive pas, soit vous dites, je n'y arrive pas encore. Et en fait, l'état d'esprit de développement, tous ceux qui réussissent ont cette caractéristique-là. Ils se disent not yet au lieu de not. C'est super important ce point-là. Ça veut dire que quand vous n'arrivez pas à un examen, si vous dites not yet, vous vous donnez la possibilité d'y arriver dernier. Quand vous n'arrivez pas à décrocher un stage, à décrocher un job, à faire un projet, si vous dites je n'y arrive pas encore, ça peut complètement changer votre état d'esprit par rapport à un état d'esprit fixe où vous ne donnez pas la possibilité de vous développer. La deuxième dimension, c'est grit, c'est la détermination, c'est l'obsession. Une fois que vous avez des objectifs, c'est l'obsession de les réaliser. Il y a plein de psychologues américains qui font des études autour de ça. Et la troisième chose, c'est autour de l'apprentissage, du learning mindset. À chaque fois que vous avez un échec ou une difficulté, qu'est-ce que vous allez en apprendre pour avancer? Par rapport au bonheur, il y a plein d'études qui montrent que c'est pas si simple d'être à la fois dans une dimension de réussite et de bonheur. C'est pas facile, c'est un équilibre à trouver. Plein d'études qui montrent que il y a des études qui ont été faites sur là où il y avait le plus de centenaires dans le monde, ça s'appelle des Blue Zones. Ils ont regardé qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces zones-là. Ce qu'il y a de commun, c'est que les gens qui sont les plus heureux ont trouvé sense of purpose. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin. Ils ont un but dans leur vie. Une deuxième chose, c'est qu'ils ont une communauté de soutien. Ils ont des proches autour d'eux, ils vivent quelque chose de fort avec les gens qu'ils apprécient, qu'ils aiment, qu'ils admirent. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont en bonne santé. Donc, comment réussir tout en restant en bonne santé, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel à garder en tête. Donc vous ménagez sur votre chemin aussi. Et je vais finir du coup par quelques conseils rapides. Donc c'est quelques conseils sur how to lead for change. Comment prendre sa vie en main. Avant c'était plutôt du pourquoi. La première chose, c'est de se rendre compte que vous avez une chance inouïe. Et de vous demander ce que vous allez en faire. Quand je dis ça, c'est un peu spirituel à la limite, mais je pense qu'on a une chance inouïe d'être en vie. Si vous réfléchissez 2 secondes, vous prenez du recul, quelle est la probabilité que vous soyez là aujourd'hui? La probabilité que tous vos ancêtres se croisent et que ça mène à votre naissance, que ce spermatozoïde croise cet ovule et vous donne vous, et que par votre chemin vous arrivez là. La probabilité est de 1 sur plusieurs milliards. Donc c'est une chance inouïe. Qu'est-ce que vous en faites de cette chance d'être en vie? La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous faites de votre chance d'avoir 20 ans ou 25 ans? On a la chance d'avoir la vie devant nous. Je ne sais pas si vous savez, mais on va passer à peu près 80 000 heures de notre vie à travailler. Et donc, il vaut mieux se poser la question de ce qu'on veut en faire avant qu'au milieu ou à la fin. Et vous avez la chance de pouvoir vous poser cette question-là. Et aussi, je pense que vous avez la chance d'être dans cette école, avec cette exposition-là, avec cette pédagogie-là, avec cette attention qui vous est faite, et vous êtes dans un environnement, vous avez toutes les cartes en main, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà, ça c'est la première chose, vous demandez ce que vous allez en faire.
La deuxième chose, la deuxième question que je pose, c'est de vous poser la question de c'est quoi réussir votre vie pour vous. Alors, en fait, vous la poserez cette question. Soit ce sera à 40 ans, quand vous ferez une crise de la quarantaine, ou à 60 ans. Mais autant se poser la question avant. Vous la poserez, elle est universelle. Donc autant faire une crise de la vingtaine. Et cette crise de la vingtaine, c'est quoi réussir votre vie pour vous? C'est quoi le plus important? C'est quoi pour vous le succès? Est-ce que ça va être par rapport à votre travail, votre famille, vos loisirs, etc. Et si c'est dans votre travail, qu'est-ce que vous voulez accomplir pour vous? C'est hyper important de vous poser cette question-là et de vous projeter. Parce que plus vous vous projetez, vous vous voyez en train de réussir, plus vous accepterez les opportunités pour que ça se réalise. La troisième suggestion que je fais, c'est de changer votre posture, ou en tout cas adopter une posture d'entrepreneur de votre propre vie. Quand vous voyez une opportunité, saisissez-la. Quand vous voyez un problème, ne pointez pas du doigt en vous plaignant que ce problème existe, trouvez une solution, mettez-la en œuvre. N'attendez pas que les opportunités tombent du ciel. Vous êtes votre propre créateur d'opportunités. Donc devenez entrepreneur de votre propre vie. Vous avez les possibilités de créer des opportunités. Quand vous avez un choix à faire, écoutez votre intuition, faites le choix du courage, faites le choix de ce qui vous excite le plus, pas forcément, n'écoutez pas forcément toujours vos profs ou vos parents. Parfois ils ont raison, parfois c'est votre intuition qui a raison. La quatrième chose que je vous dirais, qui est pour moi la clé en fait, et en fait là je vais vous parler d'un concept qui s'appelle l'ikigai. L'ikigai c'est quand on trouve, il y a 4 questions que je vous pose, enfin, je vais amener, et quand on trouve son ikigai, on a trouvé sa raison d'être et sa joie de se lever le matin. C'est un concept japonais. La première question à se poser, c'est de trouver ce que vous aimez. Si vous faites ce que vous aimez et vous le faites au quotidien, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Et donc vous passerez 80 000 heures de votre vie à jouer, à kiffer, et vous ne verrez pas passer, vous ne direz pas que c'est du travail. Donc demandez-vous ce que vous aimez faire comme activité, demandez-vous ce que vous aimez vivre comme expérience, ce que vous aimez comme sujet, quels sont les sujets qui vous passionnent. C'est pas forcément des matières, mais ça peut être des sujets, des choses qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous regardez comme film, ça donne plein d'indices. Quelles sont les personnes avec qui vous aimez travailler, vous aimez fréquenter, qui vous inspirent, et aussi dans quel environnement vous aimez travailler. C'est hyper important sur ça, parce que si vous êtes dans une zone que vous aimez, vous ne travaillerez jamais et vous serez à votre compte. Je vous suggère, même si ça peut vous paraître révélatif, de noter, de passer par écrit quand vous découvrez quelque chose que vous aimez. Parce que vous allez l'oublier, votre cerveau, il est trop sélectif, il a une attention trop sur ce qui va arriver, le stress du prochain truc. Et donc en fait, il est toujours incarné sur vous. Always carry a notebook, c'est des conseils que donne Richard Branson et tous ces gens-là, ils sont toujours incarnés sur eux. Et ils notent. Si vous ne notez pas les choses qui vous arrivent, vous ne les retiendrez pas. C'est comme ça. Donc, pour être sûr d'identifier ce que vous aimez, je vous suggère vraiment fortement de toujours avoir incarné sur vous et d'avoir le réflexe tous les jours de noter le truc que vous avez le plus aimé. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Le cinquième conseil, c'est d'essayer d'identifier dans quoi vous êtes bon. Si vous voulez avoir un impact, faire la différence, vous sentir utile, il faut que vous soyez bon, excellent dans ce que vous faites. Et pour ça, c'est pas facile de savoir, il y a des tests en ligne qui peuvent aider. Il y a aussi les feedbacks des gens. Demandez les feedbacks des gens. Les feedbacks de ceux avec qui vous travaillez. Feedback is a gift. Quand on vous donne un feedback, notez-le, gardez-le pour vous précieusement. Quand vous le retrouverez une année, 2-3 ans après, ce sera un cadeau extraordinaire. Vous allez connecter les points ensuite et ça va vous aider à découvrir vos forces. Au carrefour de ce que vous aimez profondément et de ce que vous savez faire, il y a vos super pouvoirs. Si vous êtes dans cette zone-là, vous êtes sûr d'être excellent et de kiffer. Si vous n'êtes pas dans cette zone-là, soit vous ne serez pas excellent, vous serez moins bon que d'autres, ou moins vous ne serez pas à votre plein potentiel, soit ce ne sera pas un plaisir pour vous. Il faut absolument chercher cette zone-là. La sixième question que je vous propose, c'est de trouver votre cause. Quel est le truc qui vous fait lever le matin? Quel est le truc qui vous indigne dans le monde? Le truc qui vous met en mouvement, que vous ne pouvez pas laisser faire? Qu'est-ce qui vous touche profondément dans votre vie? Est-ce que c'est les SDF que vous voyez dans la rue? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est des sujets sur la santé, sur l'éducation, sur l'égalité des chances, sur les discriminations? J'en sais rien. Qu'est-ce qui, vous pensez, peut donner du sens à votre vie, à votre travail? Si vous n'avez pas une dimension de sens, vous serez en quête de ça à un moment.
Et donc, quelle trace vous voulez laisser? Vous voulez contribuer à quoi? Quel est le sujet? Et de transformer cette indignation en fait en solution, amener une solution positive. C'est hyper important de transformer cette indignation, qui est une énergie assez négative, qui est une énergie de combat, en énergie positive. Vous allez proposer quelque chose, une alternative. Et enfin, vous vous demandez la question de comment est-ce que vous allez en vivre, de vos passions, de vos talents et de cette cause que vous allez servir. Comment vous allez en vivre? Il y a plusieurs options. C'est pas très compliqué. Soit vous trouvez un job qui existe, soit vous le créez. Soit vous trouvez un job qui existe, vous devenez salarié d'une organisation où ça vous permet de cocher un petit peu ce que vous avez découvert avant. Ça peut être dans le privé, dans le public, dans le monde associatif. Et vous pouvez avoir des jobs qui vous permettent d'utiliser votre plein potentiel, de vous épanouir et d'avoir un grand impact. Vous pouvez aussi décider de créer, d'explorer, soit en étant entrepreneur, soit en rentrant dans une organisation en essayant d'être intrapreneur, changer les choses de l'intérieur, soit être freelance et avoir plusieurs activités en même temps. En tout cas, le monde, je crois plus que jamais, est rempli d'opportunités extraordinaires. Le monde du travail est en train de changer de manière pas possible. Vous avez toutes les possibilités possibles. Et si vous trouvez un petit peu au carrefour de ces 4 zones, là où vous êtes, vous aurez trouvé votre raison d'être, votre ikigai, et là vous saurez pourquoi vous vous lèverez le matin. Un 8e conseil, c'est de profiter, c'est d'explorer, d'apprendre le plus possible, de tester, d'utiliser vos expériences associatives pour apprendre le plus possible, d'essayer des choses par vos stages, d'essayer des choses par vos expériences professionnelles. Il n'y a pas que par vos cours que vous allez apprendre. Utilisez vos études, c'est un formidable moment pour vous pour apprendre. Moi j'ai utilisé, limite j'ai regretté par certains aspects les cours que j'ai pu avoir à un certain moment, mais j'ai adoré ces moments-là parce que j'ai jamais eu autant de temps pour explorer ce que je voulais faire dans ma vie. Utilisez ce temps-là. J'en ai profité énormément avec la vie étudiante, les soirées, etc., les potes, les assos, mais utilisez ce temps que vous avez aussi pour explorer ce que vous voulez profondément faire. 9e conseil, entraidez-vous aussi. C'est pas facile d'être tout seul et de chercher savoir. Créez des petits groupes pour vous entraider, créez des cohortes et entourez-vous de gens qui peuvent vous soutenir. Et enfin, ne sous-estimez pas la valeur de votre jeunesse. Il y en a plein qui vont me dire oui mais non, mais on est jeune, on n'a pas de valeur, les vieux vont pas nous écouter, les adultes vont pas nous écouter, c'est pas. Enfin, ça dépend comment vous vous comportez, mais une des choses qui a fait que le Ticket Fortune va marcher, c'est parce qu'on était jeune. Votre jeunesse a une valeur immense si vous l'utilisez, si vous avez l'audace de l'utiliser. Le monde a besoin des jeunes aujourd'hui, plus que jamais, pour inventer des nouvelles choses. Donc, soit vous l'utilisez, soit vous ne l'utilisez pas, mais en tout cas, sachez que cette jeunesse-là a une valeur inestimable. Et qu'il y a énormément de dirigeants qui sauront la reconnaître et qui vont. Et donc pour conclure, j'espère qu'on n'a pas trop qui sont endormis. Une conclusion sur Lead for Change. Je disais que je suis assez inspiré par cette signature. Je trouve ça assez courageux pour l'école de commerce de la choisir. Pour moi, Lead, c'est trouver votre singularité, trouver ce que vous avez d'unique, trouver ce que vous pouvez apporter au monde. Le trouver et vous mettre en action. Et le For Change, c'est trouver les causes, les sujets qui vous touchent, l'impact, la trace que vous allez laisser dans le monde. À la limite, pour moi, tout le sujet, c'est Lead for Positive Change, parce que Change, Donald Trump, il cherche le changement aussi. Mais c'est sous-entendu, évidemment. Mais en tout cas, chacun de nos actions a un impact, en fait. Demandez-vous les conséquences de vos choix, soit au niveau de la consommation et du travail. Moi, je pense que par le travail, on peut laisser une immense empreinte dans le monde. Encore une fois, on a 80 000 heures à travailler dans notre vie. Si vous êtes au bon endroit, avec les bons sujets, vous pouvez laisser une empreinte absolument énorme. Et donc, je finirai en disant que je pense que chacun de vous, enfin j'en suis convaincu, chacun de nous, chacun de vous a l'opportunité, la possibilité, le potentiel de devenir entrepreneur de sa propre vie. On peut vraiment laisser une trace
dans le monde, si on prend conscience de cette responsabilité-là, on peut vraiment influencer le monde de demain. C'est une question de choix, d'état d'esprit, de comment on voit le monde et de ce qu'on se décide de faire. Je pense que c'est une question d'exploration. Chacun peut la démarrer. En tout cas, on n'est jamais arrivé, on se pose toujours des questions. Mais je pense que vous avez toutes les cartes en main, encore une fois, ici, dans cet environnement-là. Et je vous encourage vraiment, encore une fois, ces questions-là, vous vous les poserez à un moment. Donc c'est franchement une chance si vous pouvez vous les poser le plus tôt possible. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère en tout cas que vous avez gardé dans ce coin de votre tête quelques conseils, quelques années que vous souviendrez de ce moment. Merci en tous les cas. Et maintenant, je pense qu'on va passer à la deuxième partie de la soirée. Je pense que vous attendez tous le lancement de son film, la présentation de son film.